Bonjour à tous, il est 8h29. On attend encore quelques participants qui vont probablement nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Donc on va se donner encore 2 ou 3 minutes avant de commencer. Et puis on va y aller. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Allez, on va commencer pour ce webinaire du jeudi matin avec Incentive pour parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Alors vous êtes presque 150 à vous être inscrits aujourd'hui pour être avec nous, donc on est ravis de vous avoir parmi nous et on a hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Depuis quelques années, on ne parle plus que d'elle et avec elle, son lot de fausses vérités, de mythes. Et donc l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'humain dans les organisations? Va-t-elle l'augmenter? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, en tout cas pour le sujet de l'humain dans les organisations commerciales, le sujet du vendeur, le sujet du manager commercial. Quel va être l'impact de l'intelligence artificielle pour les organisations
commercial. Alors avant de démarrer, quelques mots sur Incentive, parce que probablement tout le monde ici ne nous connaît pas. Incentive est une application d'accélération de la performance commerciale. Incentive est à la vente ce que les applications de marketing automation ont été il y a quelques années au marketing. Incentive est une application qui vous permet de réinventer, de réenchanter la relation que vous pouvez avoir avec vos commerciaux et vos managers commerciaux. Concrètement, lorsque j'ai cofondé Incentive avec 2 autres personnes il y a quelques années, nous sommes partis du constat que les outils, les méthodes d'animation de la performance, de management des forces de vente avaient peu évolué depuis un certain nombre d'années, qu'on en était resté à des fichiers Excel envoyés par des pluies de mails, à des plateformes de stimulation un petit peu vieillissantes pour offrir des cadeaux à la force de vente et à des tableaux de bord assez imbuvables pour donner une visibilité sur la performance aux équipes commerciales. Et donc, on a décidé de créer Incentive, qui est une application qui va agréger un certain nombre de fonctionnalités pour vous permettre d'animer, d'engager et de créer l'enthousiasme autour de la performance dans votre réseau de vente. Et donc, pour nous, l'intelligence artificielle est au cœur de nos préoccupations, puisque nous sommes au cœur de la transformation digitale des équipes commerciales. Nous sommes chaque jour obsédés par les applications que peut avoir l'intelligence artificielle dans le management des forces de vente. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons en parler ensemble. Alors, on va diviser cette présentation ce matin en 3 parties. D'abord, on va regarder qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle concrètement, puisqu'on en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément évident de comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Puis ensuite, quel est son impact dans une organisation commerciale? Et puis finalement, comment mener à bien un projet de transformation digitale efficacement dans une grande organisation commerciale. Alors d'abord, l'intelligence artificielle, l'IA, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA, c'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'on en entend parler de plus en plus fort depuis quelques années. L'IA, c'est pas quelque chose de nouveau. Le terme d'intelligence artificielle a été élaboré en 1956. La première fois qu'on a introduit ce terme, c'est en 1956. C'est un chercheur américain en informatique, John McCarthy, qui a réuni un certain nombre d'autres chercheurs pendant une université d'été avec ce projet de dire que probablement on pourrait programmer les ordinateurs pour qu'ils aient un fonctionnement qui soit beaucoup plus proche de celui du cerveau humain. Donc finalement, ce n'est pas un concept neuf. Et puis ensuite, l'intelligence artificielle a fait son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure des années, à un rythme finalement pas très rapide, mais malgré tout assez surprenant quand on le regarde depuis 2018, puisque par exemple, le premier chatbot dont on parle énormément depuis quelques années, le premier chatbot a en fait été introduit en 1965. Il s'agit d'un chatbot psychothérapeute. Alors je vous ai mis un petit lien, on vous enverra la présentation à la fin du webinaire. Je vous ai mis un petit lien pour que vous puissiez aller regarder la vidéo. Mais en 1965, il y a une vidéo sur YouTube qui montre Elisa, un premier chatbot psychothérapeute, et les interactions que ce chatbot psychothérapeute a avec un humain sont déjà assez étonnantes. Idem, les véhicules autonomes dont on parle très fort depuis quelques années. En fait, le premier véhicule autonome est un van Mercedes en 1987 qui a fait 20 km tout seul sur une autoroute. Encore une fois, je vous ai mis le lien de la vidéo. Je sais que c'est un peu difficile à croire. Alors évidemment, on est loin de la Tesla. Il s'agit d'une camionnette remplie d'ordinateurs qui se dirige seul sur une autoroute. Mais malgré tout, on avait déjà en 1987 un véhicule capable de se gérer de façon autonome. En 97, l'ordinateur, vous en avez tous certainement déjà entendu parler, 97, Deep Blue, l'ordinateur d'IBM qui gagne aux échecs face au champion du monde Garry Kasparov. Et puis, un peu plus tard, en 2012, l'arrivée de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques dites de deep learning qui recréent, qui relancent un très très fort engouement pour l'intelligence artificielle. Et la dernière avancée majeure de l'intelligence artificielle date de 2016 avec AlphaGo. AlphaGo qui est une intelligence artificielle de Google qui bat pour la première fois et 4 fois de suite le champion du monde de jeu de Go. Le jeu de Go qui est un équivalent des échecs chinois, mais qui est beaucoup plus compliqué à gérer pour un ordinateur puisque le
nombre de possibilités à chaque coup et le nombre de possibilités totales dans le jeu est largement supérieur à celui qu'on pourra trouver dans les échecs. Donc, l'intelligence artificielle, ça date d'il y a quelques années, quasiment 60 ans, et pourtant, ça fait que 2 ou 3 ans qu'on en parle tout le temps et qu'on n'entend plus parler que d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années qui justifie un tel engouement, une telle accélération de l'intelligence artificielle? Simplement, les données. L'intelligence artificielle, pour fonctionner, a besoin de volumes de données qui sont très importants. Tous les algorithmes dits de machine learning utilisent des volumes de données très importants pour fonctionner, et donc on a besoin de beaucoup de données. Or, la digitalisation de nos modes de vie, hein, la transformation digitale qui nous a touchés dans le grand public, l'accélération d'Internet, des smartphones, fait qu'on génère aujourd'hui beaucoup plus de données dans toutes nos interactions quotidiennes qui sont quasiment toutes digitales qu'on ne le faisait par le passé. Cette statistique est intéressante. On a généré dans les 12 derniers mois autant de données que dans l'histoire de l'humanité, et ça continue de s'accélérer. Et donc l'accélération des volumes de données disponibles a rendu possible finalement des progrès significatifs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors j'ai essayé ici de vous résumer en 5 points, 5 éléments, les grands domaines dans lesquels l'intelligence artificielle a fait des progrès significatifs depuis ces dernières années, depuis quelques années, pour vous permettre de mieux comprendre quelles sont les applications concrètes de l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes. Le premier sujet, alors c'est un peu injuste de mettre ces 5 points côte à côte, puisque le premier sujet qui est le machine learning sous-tend les quatre autres sujets qui sont listés ensuite. Mais le premier sujet dans lequel l'intelligence artificielle a fait des progrès extrêmement spectaculaires depuis quelques années, c'est celui du machine learning, c'est-à-dire la capacité d'une machine à apprendre à résoudre des problèmes et à s'améliorer dans la résolution des problèmes. C'est vraiment la grande différence entre l'intelligence artificielle et l'informatique traditionnelle. Avec l'informatique traditionnelle, on va programmer un ordinateur pour être capable de résoudre un problème. Avec le machine learning, on va programmer un ordinateur pour être capable d'apprendre à résoudre lui-même le problème. C'est vraiment une différence majeure. Une des applications très concrète et très basique du machine learning, c'est celle des recommandations, des prédictions personnalisées. Par exemple, quand un site comme Amazon vous dit, puisque vous avez acheté ça, ça et ça, on pense que vous pourriez être intéressé par ça. Ces algorithmes de recommandation utilisent du machine learning, c'est-à-dire qu'ils vont analyser des milliers et des milliers et des milliers d'achats pour être capable d'identifier quel est l'achat qui est le plus probable de vous plaire ensuite. C'est une application très concrète du machine learning. Deuxième grand domaine dans lequel l'IA a fait des progrès spectaculaires depuis quelques années, c'est celui du speech recognition, la capacité de la machine à entendre de la parole humaine et de la transcrire en texte. Une des applications les plus simples et les plus évidentes de la speech recognition, c'est celui de la dictée. Depuis quelques années, on écrit de moins en moins sur son smartphone pour écrire un SMS ou un email, mais on le dicte. Et on voit que quand on parle au téléphone, il est capable d'en détecter le texte et de le traduire en texte écrit. Et au début de ces technologies, on voyait que la machine avait tendance à écrire un peu mot à mot sans trop interpréter ce qu'elle entendait. Depuis un certain temps, on voit que la machine est capable de comprendre le sens pour ne pas se tromper dans ce qu'elle entend. Et ça nous amène au progrès suivant qui est le Natural Language Processing, NLP. Et là, c'est la capacité de comprendre, d'interpréter le langage humain et d'en comprendre au-delà de ce qui est écrit, d'en comprendre la langue, le sens, les émotions qui sont contenues. Et c'est ce que vous voyez par exemple quand vous utilisez un assistant personnel comme Siri sur votre téléphone. Quand vous utilisez Siri, vous avez d'abord l'application de la speech recognition. Speech recognition, quand vous parlez à Siri, il est capable de vous entendre et de transcrire ce que vous avez dit en texte. Et ensuite, vous avez le Natural Language Processing. Il est capable d'interpréter le sens de ce que vous avez dit pour vous proposer une réponse. Un exemple très concret, c'est d'ouvrir Siri et de lui dire « j'ai faim ». Si vous dites à Siri « j'ai faim », il va vous proposer une liste de restaurants. Donc, il a été capable de traduire ce que vous avez dit « j'ai faim » en texte et de comprendre que derrière l'expression « j'ai faim », il y a un sens et qui est que l'on cherche un endroit où manger. Et donc, il va vous proposer un restaurant ou une liste de restaurants à proximité. Quatrième domaine dans lequel l'IA a fait des progrès extrêmement spectaculaires, c'est celui de la computer vision. C'est la capacité
à analyser des images et à y détecter des objets. Par exemple, dans des cas d'application très concrets, vous avez Facebook qui, avant, vous demandait de taguer vos amis dans les photos pour dire qui était dans chaque photo. Et depuis un certain temps, on vous demande plus de taguer, puisque Facebook est capable automatiquement de reconnaître vos amis dans des photos. Quand vous cherchez une photo de chat sur Google, vous tapez photo de chat, Google va vous sortir des milliers de photos de chat. Il a été capable de reconnaître, d'identifier que dans la photo, il y avait un chat. Ce qui était parfaitement impossible avec l'informatique traditionnelle devient possible grâce à l'intelligence artificielle. Et là, le dernier champ d'application dans lequel l'IA a fait des progrès spectaculaires, c'est celui de la robotique, la capacité à transcrire dans l'espace des mouvements, à interagir avec l'environnement. Et ça se matérialise notamment très fortement avec les voitures autonomes qui utilisent aussi bien sûr énormément la computer vision pour être capable d'analyser leur environnement et de savoir par exemple qu'il y a quelqu'un qui traverse la route à un moment donné et qu'il faut donc freiner. Voilà, donc voilà quelques champs d'application qui vous montrent concrètement dans votre vie quotidienne ce que peut apporter l'IA. Alors pour résumer, pour terminer cette première partie sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, finalement pour conclure, on peut dire que grâce à l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, on est passé d'un mode où les machines étaient assez basiques, capables de résoudre un problème assez simple, à un mode où les machines sont capables de résoudre des problèmes beaucoup plus sophistiqués en reproduisant un fonctionnement qui est beaucoup plus proche de celui d'un humain. Et concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Ça se matérialise par une capacité à intégrer beaucoup plus de données et des données structurées et non structurées. Avant, un ordinateur, il fallait lui donner du texte, des chiffres. Il était capable de traiter ce genre d'informations. Aujourd'hui, l'ordinateur, il est capable d'intégrer des images, des vidéos, des données d'environnement, du son, de la voix, donc beaucoup plus de données, même non structurées. Il est capable de les structurer ensuite pour les intégrer à ses analyses. Et il est capable ensuite d'apprendre à résoudre des problèmes et d'apprendre soit de manière supervisée. Apprendre de manière supervisée, c'est très simple. C'est vous allez donner à un algorithme 10 000 photos qui contiennent un chat et 10 000 photos qui ne contiennent pas de chat, et vous allez lui dire de trouver lui-même comment définir s'il y a un chat ou non sur la photo, et il va analyser des milliers et des milliers de points sur les photos pour être capable de déterminer dans quel cas il voit un chat ou il n'en voit pas. Apprentissage non supervisé, là c'est un petit peu différent. Vous allez donner beaucoup de données à la machine et vous allez lui dire crée-moi des regroupements. Par exemple, vous allez lui donner toutes les données sur vos clients depuis 10 ans et vous allez lui dire crée-moi des regroupements, des segments intelligents en fonction des données de mes clients. Et enfin, l'apprentissage de renforcement, c'est ce qu'on voit dans le cas par exemple des algorithmes qui sont capables de gagner des jeux. Vous allez donner un objectif à l'algorithme, par exemple gagne le jeu, et il va apprendre en essayant d'atteindre l'objectif, et avec un mode qui est aussi assez proche de celui des humains, qui est celui du try and fail. Il va apprendre en essayant et en se trompant à résoudre le problème. Dans le cas qu'on mentionnait précédemment du jeu d'AlphaGo qui est capable de gagner au jeu de Go, ce qui est intéressant, c'est que les dernières versions du logiciel ont appris face à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a mis 2 ordinateurs l'un contre l'autre, chacun avec une version du logiciel, et petit à petit, ils se sont améliorés en jouant l'un contre l'autre. Et en quelques heures, l'algorithme est passé d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire, puis à un niveau avancé. C'est assez intéressant de voir que l'algorithme est capable d'apprendre face à lui-même. Et concrètement, l'ordinateur, en utilisant l'intelligence artificielle, va ensuite produire une solution à un problème qu'on lui a donné. Par exemple, déterminer le meilleur prochain mouvement dans un jeu, recommander un produit, apporter la meilleure réponse possible à une requête. Ça rentre dans la catégorie plutôt des prédictions. Ou alors, par exemple, définir est-ce qu'il y a un obstacle au milieu de la route, est-ce que la photo contient un chat, quelle est l'émotion d'un appelant, etc., qui rentre plutôt dans la catégorie de la classification. Voilà, donc quelques mots sur l'intelligence artificielle pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne et concrètement quel est l'impact dans votre vie quotidienne déjà aujourd'hui. Alors cette intelligence artificielle, si on la projette demain dans le domaine de la vente, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que ça change déjà? Puisque l'intelligence artificielle ne date pas non plus d'hier, elle a déjà quelques années, ça fait quelques années qu'elle a largement accéléré, et donc elle a déjà des impacts assez forts pour la vente. Alors, je vous ai regroupé ici dans un schéma. J'ai repris un schéma classique de processus de vente, depuis la lead generation jusqu'au suivi et au closing des opportunités. Et je vous ai regroupé à chaque fois 2 ou 3 solutions qui utilisent vraiment de l'intelligence artificielle pour vous illustrer un peu ce que l'intelligence artificielle est déjà capable de faire aujourd'hui. Par exemple, dans le domaine de la lead generation, on est capable aujourd'hui de segmenter une base de prospects de clients sur des critères complètement nouveaux, puisqu'on est capable aujourd'hui de parcourir des volumes de données beaucoup plus importants disponibles sur le web et d'en interpréter le sens beaucoup mieux qu'avant. On est capable, par exemple, de détecter des signaux
qu'on n'était pas capable de détecter avant. Avant, quand on faisait des bases de prospection, on utilisait un code NAF, une taille d'entreprise, un nombre d'employés, un chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, grâce à des solutions par exemple comme Ceradar, on est capable d'analyser tout le web et de détecter par exemple toutes les entreprises qui ont récemment annoncé une levée de fonds ou toutes les entreprises qui ont récemment annoncé un plan social. Et donc, vous êtes capable de segmenter bien différemment les organisations en parcourant le web et en analysant le sens de ce qu'on y trouve. Automatiser certaines interactions. Il est clair que certaines interactions à faible valeur ajoutée de la vente, par exemple entrer en relation avec un prospect sur le site web, peuvent être partiellement automatisées. C'est le cas de Drift, un Drift qui est une solution de chatbot à intégrer sur votre site web, qui va automatiser, c'est assez spectaculaire, qui va automatiser les premières interactions avec un prospect sur votre site web pour essayer de détecter un intérêt et ensuite de passer la main à un commercial. Et donc ça va vous permettre d'industrialiser l'entrée en relation avec les prospects sur votre site web. Ensuite, quand on rentre dans le domaine de la prospection, quand on est commercial et qu'on prospecte, on sait que le plus important, c'est d'avoir un maximum d'informations à forte valeur ajoutée pour être capable d'entrer en contact et de créer une première relation avec un prospect. Et vous avez Nudge là qui va parcourir tout le web pour vous sortir toutes les informations pertinentes sur un prospect et vous donner un maximum de points d'entrée pour être capable de nouer une discussion avec un prospect. Et puis une autre solution qui est aussi assez amusante à utiliser, Crystal. Crystal qui va vous permettre, lorsque vous allez regarder le profil LinkedIn d'un prospect, de vous donner un certain nombre d'informations assez épatantes sur le mode d'interaction que va préférer le prospect, son univers émotionnel, et va par exemple être capable de vous dire, bah là, vous allez entrer en relation avec Pierre, et Pierre est quelqu'un qui aime bien qu'on lui parle très directement, qu'on le tutoie, et si vous voulez séduire Pierre, il faut lui parler plutôt d'innovation. Donc, et ça va être fait en analysant toute la manière dont Pierre a écrit sur son profil, plus les différentes actualités qu'il a partagées. Donc, c'est assez épatant ce que l'intelligence artificielle permet de faire dans le domaine de la prospection. Dans le domaine du nurturing, depuis qu'on fait de l'inbound marketing, depuis qu'on génère du coup des volumes de leads de plus en plus importants grâce à l'inbound marketing, on a inventé quelque chose qui s'appelle le lead scoring. Puisqu'on génère beaucoup de leads en marketing, il est important de leur donner un score puisque tous ne sont pas du tout au même niveau de maturité et que donc, si on veut que les commerciaux travaillent efficacement, il faut leur donner les commerciaux qui sont les prospects qui sont au plus fort niveau de maturité. Et donc, on a inventé ce concept du lead scoring avec le marketing automation, mais jusque-là, on le faisait à la main, c'est-à-dire qu'on définissait les critères, 3, 4, 5 critères qui nous permettaient de définir la maturité d'un lead. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, si tant est qu'on ait le bon volume de données, on va être capable de faire tourner des algorithmes pour faire de l'analyse prédictive et sortir du lead scoring qui analyse beaucoup plus de points de données que ce qu'on pourrait faire avec un algorithme manuel. Et donc, de donner une prédiction beaucoup plus précise sur la maturité d'un lead. Ensuite, quand on est commercial, on veut prendre des rendez-vous. La prise de rendez-vous, c'est souvent un sujet qui donne lieu à beaucoup d'échanges assez stériles entre un commercial et son prospect. Beaucoup de mails. Est-ce que vous êtes disponible? Ah non, je ne le suis pas, mais je mets quelqu'un dans la boucle, etc. Et vous avez maintenant des solutions qui sont aussi assez épatantes, Julidesk, MyGladys, qui vont exactement comme le ferait une assistante, interagir et envoyer une série de mails aux différents participants qu'on veut inviter à un événement jusqu'à trouver une date commune et ensuite envoyer une invitation de calendrier à tout le monde sans que vous n'ayez rien à faire. Encore une fois, je vous invite à essayer. C'est vraiment bluffant de voir à quel point ces assistants personnels sont capables d'avoir une conversation naturelle avec vos contacts pour organiser un rendez-vous. Analyse de conversation téléphonique. Quand on a des commerciaux, ils passent beaucoup de temps au téléphone. Et ce qui se passe au téléphone est assez obscur. Qu'est-ce qu'ils disent? À quel moment est-ce qu'ils parlent de prix? Comment est-ce qu'ils se présentent? On ne sait pas. Et donc, on n'est pas capable de les aider à optimiser leur discours au téléphone. Et aujourd'hui, vous avez des solutions qui sont capables non seulement d'écouter ce que disent vos commerciaux au téléphone, de l'enregistrer, mais de l'analyser et ensuite de vous sortir des statistiques, comme par exemple à quel moment vos commerciaux posent des questions, à quel moment est-ce qu'ils parlent de prix, combien de questions ils posent, combien de temps ils écoutent, etc. Et donc, vous avez Gong, cette solution qui vous permet d'optimiser l'efficacité de vos commerciaux lorsqu'ils sont au téléphone. Vous avez aussi des solutions quand vous avez des appels entrants, notamment en service client, qui vont vous permettre d'identifier quelle est l'émotion de l'appelant. Est-ce que l'appelant est en colère? Est-ce qu'il est de bonne humeur? Pour savoir peut-être quelle est la meilleure personne vers qui il faut rediriger cet appelant. Prédire la probabilité de closing dans le suivi des opportunités. Quand on suit ces opportunités et qu'on est commercial, on sait que pour faire de la prévision, il faut définir la probabilité avec laquelle une opportunité va closer. Et ça, aujourd'hui, c'est un processus qui est assez biaisé, qui est assez subjectif pour le commercial. Et avec des solutions comme Salesforce Einstein, vous allez intégrer beaucoup plus de points de données dans l'analyse de la probabilité de closing, y compris des données comportementales, de comportements sur le site web, etc., de comportements avec les emails, d'ouverture de clics dans les emails de l'organisation, pour rajouter
une deuxième couche au-dessus de la prédiction du commercial et valider ou invalider la prédiction du commercial. Et donc aider le commercial à faire une prédiction plus précise. Et puis on sait que dans le suivi des opportunités avec les CRM, il y a énormément de temps qui est passé à saisir de la donnée, ce qui n'est pas toujours pour la plus grande joie des commerciaux. Et vous avez aujourd'hui un certain nombre de solutions qui vous permettent d'automatiser beaucoup de saisies, de la saisie d'email, de la saisie de rapports de call, de la saisie de rendez-vous dans votre CRM pour sauvegarder un maximum de temps à valeur ajoutée pour vos commerciaux. Au-dessus de ce processus commercial, vous avez le coaching et l'animation de la performance. Et là, chez Incentive, on travaille en ce moment à la mise en place d'algorithmes basés sur de l'intelligence artificielle pour accompagner le manager dans le coaching du commercial et lui prédire quelle va être la meilleure action pour chaque commercial, quelle va être la meilleure action à appliquer pour coacher le plus efficacement un commercial vers plus de performance. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle, elle permet déjà, alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, j'ai choisi ici un certain nombre de solutions pour vous illustrer ce que permet déjà de faire l'intelligence artificielle dans un processus de vente. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Il va en être beaucoup d'autres dans les mois et les années à venir. Mais l'intelligence artificielle peut vous aider à optimiser largement l'efficacité de votre processus de vente de bout en bout déjà aujourd'hui. Alors, ce qui est très important de voir, c'est qu'on parle d'IA. L'IA est sur toutes les bouches, mais l'IA, c'est un buzzword qui est à la mode depuis quelques années. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle seule qui va transformer la vente. C'est l'ensemble des technologies de vente, c'est l'ensemble des sales tech. Et donc, il est important de ne pas avoir des œillères, de ne pas rester fermé sur l'intelligence artificielle, mais de regarder l'ensemble du panel des sales tech qui peuvent vous aider à optimiser votre processus de vente de bout en bout. Donc, j'ai repris exactement la même slide. Alors, je ne vais pas toutes vous les détailler ici, hein, mais j'ai repris exactement la même slide pour vous montrer qu'il existe, au-delà des solutions purement IA, au-delà des solutions qui intègrent vraiment de l'intelligence artificielle, il existe beaucoup de solutions, et encore, il s'agit d'un petit panorama pas complètement exhaustif ici, qui vous permettent d'optimiser votre processus commercial de bout en bout. Donc, quel que soit le sujet, quel que soit le point, le point de votre processus de vente où vous pensez que vous avez un vrai axe de progrès, je vous invite à être curieux et à chercher, puisque vous allez trouver une ou certainement beaucoup d'applications qui vont vous permettre d'optimiser ce point-là. Donc, vous avez ici un panel. Toutes ces solutions, c'est des solutions qu'on connaît très bien chez Incentive, qu'on valide, qu'on utilise pour certaines, qui sont toutes d'excellente qualité. Je vous ai mis un petit drapeau, un cocorico sur les solutions qui sont françaises. Voilà, donc si vous voulez commencer sans vous perdre dans la jungle des solutions qui peuvent vous aider dans l'optimisation de votre processus de vente, c'est un premier panel qu'on a validé pour vous. Si vous voulez aller plus loin, il en existe plus de 800 qui sont référencés. Hein, je vous ai mis le lien ici. Donc, il existe des centaines et des centaines d'applications qui vous permettent d'optimiser votre processus de vente de bout en bout. Alors, pour résumer, l'IA et la technologie dans la vente, ça va premièrement faire gagner beaucoup de temps. Selon McKinsey, on pourrait économiser 40% du temps de quotidien d'un commercial. On considère qu'un commercial aujourd'hui passe 40% de son temps, 40% de sa journée, hein, c'est énorme, c'est quasiment la moitié de la journée, une demi-journée, à réaliser des tâches qui n'ont pas de forte valeur ajoutée et qui pourraient être largement optimisées, comme par exemple saisir des données dans le CRM, envoyer des comptes rendus d'activité, etc. Et c'est encore pire pour le manager. Aujourd'hui, on estime que c'est près de 55% du temps d'un manager commercial qui est passé sur des tâches administratives ou à faible valeur ajoutée, et seulement 7% de son temps à coacher et à accompagner ses équipes. Donc l'IA va sauver du temps de commercial, va sauver du temps de manager pour qu'il puisse dédier ce temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors, dans ce débat sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça va remplacer, est-ce que ça va augmenter, il est évident que probablement certains postes de commerciaux à très faible valeur ajoutée, qui sont uniquement transactionnels, qui sont juste là pour réaliser une vente sans apporter de valeur de conseil à leurs clients, ces postes-là seront peut-être supprimés et remplacés, automatisés par l'intelligence artificielle. Mais dans la plupart des cas, on voit que l'intelligence artificielle va surtout permettre de libérer les commerciaux de tâches à faible valeur ajoutée et leur permettre de dédier un maximum de leur temps sur le conseil, l'accompagnement, la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir apporter à leurs clients. Et il en va de même pour leurs managers.
La vente va devenir certainement beaucoup plus scientifique. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Gong.io, qui est cette solution qui permet d'enregistrer les conversations téléphoniques et de les analyser pour vous donner des statistiques, vous donner du sens sur les conversations téléphoniques de vos commerciaux. Alors, ils ont analysé des milliers et des milliers de conversations téléphoniques. Ils ont sorti quelques stats que je trouve assez intéressantes et assez bluffantes parce qu'elles ont été mesurées. Alors, grâce à l'IA, ils ont mesuré que les meilleurs commerciaux, ils posent 2 fois plus de questions. Donc, sur un entretien téléphonique d'1 heure avec un client, euh, un bon commercial va poser environ 10 questions dans l'heure et des questions à forte valeur ajoutée, des questions, pas des questions basiques, mais des questions de haut niveau sur les enjeux business, sur les grandes priorités, sur les grandes transformations de l'organisation. Alors, tandis que les moins bons commerciaux vont en poser à peu près 5 et les meilleurs vont poser à peu près 10. Les meilleurs vont parler beaucoup moins que les autres. Les moins bons commerciaux parlent à peu près 70% du temps, plus des 2 tiers du temps, alors que les meilleurs parlent à peine 46% du temps, moins de la moitié. Très intéressant, à quel moment est-ce que les meilleurs parlent de prix? Les meilleurs commerciaux, sur un entretien de vente d'1 heure, ils parlent plutôt de prix vers la fin. Ils vont beaucoup plus parler de prix vers la fin de l'entretien, vers 45 minutes, que les autres qui ont tendance à parler prix beaucoup plus tôt dans la discussion, au début, vers 15 minutes. Et puis finalement, dernier fait intéressant, c'est les meilleurs commerciaux, ils sont beaucoup plus dans une dynamique d'échange. C'est-à-dire que au lieu d'être uniquement dans une dynamique de présentation, de pitch, ils vont passer la parole à peu près 4 fois par minute à leurs clients, alors que les autres le font que 2 fois. Donc, ces données-là, je les trouve extrêmement intéressantes parce que, évidemment, on savait tout ça quelque part. N'importe quel manager commercial aurait pu vous dire aujourd'hui que un commercial, il doit poser plus de questions, il doit écouter, etc. Mais aujourd'hui, on a pu le quantifier, on a pu le mesurer de façon factuelle. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez aller vous asseoir avec vos commerciaux, avec des chiffres, en leur disant, voilà, les meilleurs de l'équipe parlent 46% du temps au téléphone, toi, tu parles 65% du temps, c'est trop, et donc il faut que tu réduises le temps pendant lequel tu parles au téléphone. Donc, la vente va devenir beaucoup plus scientifique et on va pouvoir coacher les commerciaux avec beaucoup plus de précision demain qu'on ne le faisait aujourd'hui. Pour terminer cette section, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive aujourd'hui à la fin de la vente telle que nous la connaissons. La technologie transforme profondément la vente, surtout la vente B2, enfin notamment la vente B2B. Pourquoi est-ce qu'elle transforme la vente? Pas uniquement parce que les outils changent notre manière de travailler, nous rendent plus efficaces, etc. La transformation digitale change profondément la manière dont les clients se comportent, change profondément les comportements d'achat. Et puisqu'elle change profondément les comportements d'achat, elle transforme aussi profondément le rôle du commercial. Là où le commercial, il y a quelques années, avait un rôle d'apporteur d'informations, jusqu'à 2010 à peu près, la valeur ajoutée du commercial, c'était de détenir l'information et de l'apporter à son client qui ne l'avait pas. Depuis, on va dire 2010 largement, même un peu avant, l'information est quasiment universellement disponible sur Internet et n'importe qui veut la trouver peut la trouver. Et donc, on a affaire à des clients qui interagissent avec le commercial bien plus tard dans le cycle de vente et qui attendent un niveau d'expertise largement supérieur de leurs commerciaux. Et donc, la valeur ajoutée du commercial se transforme complètement. Le client attend une valeur ajoutée largement supérieure du commercial. Et de fait, le rôle du manager qui l'accompagne est aussi profondément en train de changer. Le manager un petit peu old school qu'on connaissait tous, contrôleur de gestion, releveur de compteur, n'a plus vraiment sa place aujourd'hui et on rentre dans l'ère du manager coach. C'est assez intéressant. Il y a certains spécialistes qui disent que la vente B2B n'a pas changé entre 1880 et 2010. On a gardé les mêmes modes de vente, on a changé les acronymes des méthodes de vente au fur et à mesure du temps, mais rien n'a fondamentalement changé. Et depuis 2010, on est dans un bouleversement et la vente a plus changé en 10 ans qu'elle ne l'a en 120 ans auparavant. Donc clairement, les technologies ont commencé à sonner le glas de la vente telle que nous la connaissions et l'IA ne va faire qu'accélérer ce processus de transformation. Alors, si vous voulez, et ça ce sera la conclusion de cette discussion ce matin, si vous voulez demain lancer une transformation de votre organisation, si vous voulez faire cette révolution digitale ou accélérer cette révolution digitale de votre organisation, introduire des technologies de vente, introduire des technologies d'intelligence artificielle dans votre force de vente, par où est-ce que vous pouvez commencer? Comment procéder? C'est pas évident, surtout quand on a une force de vente de taille importante, c'est pas évident de savoir comment gérer, comment démarrer. Alors, il est fondamental de garder en tête que la transformation digitale dont on parle, que ce soit la transformation digitale qu'on a démarrée il y a un certain nombre d'années, que ce soit une transformation encore plus forte avec de l'intelligence artificielle, elle est largement autant culturelle que technologique.
il ne s'agit pas seulement de déployer des nouvelles technos dans l'organisation, il s'agit aussi de changer profondément les modes de pensée des collaborateurs, de vos managers, de vos commerciaux. Finalement, cette transformation digitale, cette intelligence artificielle, elle s'inscrivent dans un contexte de changement, de transformation et de transformation de plus en plus rapide et fréquente et violente, brutale parfois. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui change tout le temps, tout le temps, tout le temps, de plus en plus rapidement, de plus en plus fréquemment. On est dans la disruption permanente et c'est un environnement qui peut être très, très, très stressant et très mal compris par vos collaborateurs, par vos commerciaux, par vos managers. Et donc, on est face à un risque important de rejet. Il est tout à fait compréhensible que des commerciaux sur le terrain aient du mal à comprendre tous ces changements parce qu'on n'a pas pris le temps de leur expliquer assez en profondeur, parce qu'ils le perçoivent, ils les subissent, ils le perçoivent comme une véritable menace pour leur poste, parce que leurs managers eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec ces changements et donc ne sont pas à l'aise pour être les relais du changement et promouvoir le changement. Et donc, il est vraiment fondamental de considérer que la transformation digitale, elle est culturelle et qu'il faut travailler sur une culture du changement, faire du changement dans l'organisation une vraie opportunité pour les équipes et qu'ils le voient comme un axe de progrès de développement plus qu'une menace. Ce qui est, je trouve, assez intéressant, hein, c'est de remarquer que on a déjà pas mal avancé depuis 10 ans ou 15 ans sur le déploiement de technologies dans les forces de vente. On a déployé massivement depuis 10-15 ans des CRM, des outils de BI. On commence depuis quelques années à déployer certaines des sales tech que je vous ai présentées un peu avant. Donc, on déploie déjà ces technologies sur les forces de vente. Et ces technologies, elles ont quand même pour objectif d'augmenter la performance des équipes commerciales, à minima de la maintenir. Et donc, il est intéressant de juger le succès de ces technologies sur l'évolution de la performance des forces de vente. Normalement, on devrait constater des évolutions positives de la performance des forces de vente. Elle devrait augmenter. Or, depuis quelques années, la performance des équipes commerciales ne fait que diminuer. Il y a une statistique intéressante de CSO Insight, qui est l'organisme de recherche de Miller-Heiman, qui tous les ans analyse quelques milliers d'entreprises pour valider le pourcentage de commerciaux qui a atteint leur objectif. Et depuis 2011, on est en chute libre. 63% des commerciaux en moyenne atteignaient leur objectif en 2011. On est tombé à 53 en 2016 et ça n'a fait que baisser. En 2017, on est passé sous la barre des 50% et ça continue de baisser en 2018. Donc les commerciaux, en règle générale, sont de moins en moins performants malgré le déploiement des technologies, malgré les évolutions qu'on a pu mettre en œuvre. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a réussi jusque-là à embarquer les équipes dans ces changements. On n'a pas réussi à les emmener avec nous. Et donc, il est fondamental, pour réussir les projets de transformation, de penser à embarquer le peloton, pas uniquement vos meilleurs performeurs, dans les changements, dans les transformations, dans les nouvelles technologies. Le rôle du manager de terrain ne doit pas non plus être négligé. Le manager de terrain, c'est le grand oublié des organisations commerciales. C'est celui qui va être c'est celui sur lequel l'organisation investit traditionnellement le moins en termes de formation. Les organisations investissent beaucoup, beaucoup moins sur leurs managers commerciaux que sur leurs commerciaux. Il est souvent assez peu accompagné, il se retrouve pris en étau entre le siège et ses commerciaux. Or, le manager commercial est celui qui sera la pierre angulaire de la performance commerciale demain et celui qui sera la pierre angulaire de la réussite du changement, le relais. Et donc, il est indispensable de l'aider, de l'accompagner dans une transformation de son rôle de manager, contrôleur, cadre, tel qu'il l'était avant, vers un manager coach qui accompagne le changement, évangélise, aide chacun à se focaliser sur ses priorités, fait circuler les bonnes pratiques, développe la culture du collectif, de la reconnaissance, etc. Pour accompagner, aider les équipes dans le changement et pour les maintenir performantes. Alors, quelques bonnes pratiques qu'on a observées, qu'on a pu lire sur le déploiement de projets innovants, sur le déploiement de technologies ou même toutes les transformations que vous voulez déployer, même méthodologiques ou de process dans votre organisation commerciale. Il est indispensable de garder l'humain en tête tout au long du projet, puisque ce sont des humains qui vont devoir ensuite appliquer et déployer ces changements au sein de votre organisation. Donc, avant le projet, pensez toujours à l'expérience utilisateur. Lorsque vous déployez une technologie, il est fondamental d'abord de se poser la question de quelle va être la valeur ajoutée, pourquoi est-ce que je déploie cette technologie, qu'est-ce que ça va apporter à mes utilisateurs, et surtout de penser ergonomie et intégration. On a beaucoup de débats avec nos clients chez Incentive sur le nombre des applications
Nos clients veulent à tout prix réduire le nombre d'applications disponibles pour leurs commerciaux, pour leur simplifier la vie, ce qui est tout à fait louable comme initiative. Mais il ne faut pas non plus se mentir. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'applications. Je pense que vous qui nous écoutez ce matin, vous avez tous des dizaines et des dizaines d'applications sur votre smartphone. Donc, les gens sont habitués à beaucoup d'applications. En revanche, dans l'univers de l'entreprise, il est très important de penser à comment est-ce que ces applications vont interagir entre elles, vont s'intégrer, et quelle va être l'ergonomie. Ne valider que des applications qui ont une excellente ergonomie pour faciliter l'adoption et l'expérience positive de vos utilisateurs. Pensez à un plan d'animation long terme. Quand vous déployez un nouveau projet technologique dans votre organisation, il est indispensable d'animer ce déploiement. La plupart des projets de CRM chez nos clients ont complètement échoué. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils ont déployé un grand CRM qui leur a coûté des fortunes et personne ne l'utilise. Dans le meilleur des cas, 20% des commerciaux l'utilisent. Pourquoi? Parce que le CRM a été pensé par la direction. Pour la direction, le bénéfice est évident, avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité. Et donc, on déploie sans se poser la question de l'explication, de l'évangélisation sur le terrain. Et il est fondamental, quand vous déployez un projet comme ça, de penser à un plan d'animation qui va permettre d'animer le déploiement et l'adoption du nouvel outil, et pas seulement la première semaine, mais pendant les premiers mois, la première année d'utilisation de l'application. Et un plan d'animation, c'est de la communication, c'est du pilotage d'indicateurs, c'est des formations, c'est du partage entre les gens. Voilà, tout ça est nécessaire pour que les outils soient bien adoptés. Pensez phase pilote. Avant de faire des grands déploiements massifs, pensez phase pilote. Une bonne pratique que j'aime beaucoup, qui vient du directeur commercial d'HubSpot, il dit qu'à chaque fois qu'il déploie une nouvelle initiative chez HubSpot, il la teste avec ses meilleurs commerciaux. Pourquoi? Pour essayer de détecter les faux positifs. Et sa philosophie, c'est de dire que si ça ne marche pas avec les meilleurs commerciaux, il y a peu de chances que ça marche avec les autres. En revanche, si ça marche avec les meilleurs commerciaux, il y a une chance que ça marche avec les autres et qu'on puisse déployer cette initiative, ce nouveau projet auprès du reste de la force de vente. Lancez en priorité auprès des managers. Quand vous lancez quelque chose de nouveau, vos managers ont besoin d'être chouchoutés, ont besoin d'être les premiers, ont besoin de recevoir les explications, l'évangélisation avant, de sentir qu'ils ont été un peu mis à bord en avance de phase, puisque c'est eux qui vont ensuite être les relais de cette nouvelle initiative, de ce changement auprès du reste de la force de vente. Et ensuite, pour le déploiement massif, organiser, animer le partage de bonnes pratiques et d'expériences. Quand face à une nouveauté, face à un changement, face à un nouvel outil, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte dans la force de vente auprès de vos managers. Et une bonne manière de lever ces craintes, c'est d'inciter les gens à partager leur succès, leur expérience, leurs bonnes pratiques avec ce nouvel outil, avec cette nouvelle méthode, pour décomplexer les autres et leur montrer que finalement, c'est pas si compliqué. Célébrer les succès fréquemment, publiquement, à chaque fois que un de vos commerciaux réalise quelque chose d'intéressant avec le nouvel outil, valorisez-le, félicitez-le devant tout le monde pour que chacun puisse être au courant. On a un exemple chez un de nos clients qui est en train de travailler sur des campagnes d'animation du déploiement de son nouveau CRM. Il déploie des briques, petit à petit des briques de son nouveau CRM, et à chaque déploiement de briques, il organise un petit challenge de 3 semaines pendant lequel il va inciter les commerciaux à utiliser cette nouvelle brique et à partager leur succès. Il va leur diffuser des petites formations sur l'utilisation de cette nouvelle brique, et tous les jours, ils vont valoriser, féliciter, mettre en avant certains collaborateurs pour ce qu'ils ont fait avec le nouveau CRM. Et c'est spectaculaire. À chacune de ces campagnes, on voit les taux d'adoption du nouvel outil qui explosent. Donc, quand on pense intelligemment aux campagnes d'adoption et au plan de déploiement, on a beaucoup plus de chances de faire un succès. Mais quand on déploie un outil sur une force de vente, il serait illusoire de penser que spontanément les gens vont se jeter dessus et se mettre à l'utiliser. Alors voilà, quelques mots sur Incentive. C'est pour ça qu'on a créé Incentive. C'est pour vous permettre d'accompagner vos commerciaux, de les maintenir performants, vos commerciaux, vos managers, dans ces grandes phases de transformation, dans ces grandes phases de changement. Aujourd'hui, les outils qui sont utilisés pour animer les commerciaux, pour animer la performance, sont dans bien des cas complètement hors d'âge. On continue de noyer les commerciaux sous des pluies de mails, d'emails du manager, des mails du siège. C'est des communications qui sont extrêmement descendantes. Donc on ne favorise pas le partage, la remontée de bonnes pratiques, les échanges. Les commerciaux pilotent leur performance avec des fichiers Excel qui leur sont envoyés en fin de période de performance, qui contiennent des volumes de données importants, qui sont parfaitement illisibles, qui ne les aident pas à se focaliser, qui ne les aident pas à y voir clair. On anime des challenges, encore une fois, qui ne sont pas animés, qui ne sont pas suivis.
Donc, tous ces outils-là d'animation de vos commerciaux, de travail de la relation avec vos commerciaux sont globalement hors d'âge. Et Incentive, en fait, est une application mobile qui va vous permettre d'agréger tout ce que vous faites aujourd'hui avec ces outils-là, de les agréger dans un seul outil pour vous permettre de réenchanter, de renforcer la relation avec vos commerciaux et de les rendre plus performants, de les maintenir performants, de les accompagner dans cet univers de changement permanent dans lequel on se situe aujourd'hui. Finalement, c'est vraiment comme les plateformes de marketing automation qui ont agrégé pour le marketing un certain nombre de fonctionnalités pour les aider à réenchanter la relation avec leurs clients. Et ben, Incentive agrège un certain nombre de fonctionnalités, pilotage d'objectifs, challenge commerciaux, suivi de la rémunération variable, partage de bonnes pratiques, mini-formation, coaching du manager, agrège tout ça dans une seule application pour vous permettre de réenchanter complètement la relation que vous allez avoir avec vos commerciaux. L'objectif, Julien Morel, directeur commercial de Nespresso, alors plus depuis quelques jours, mais qu'il l'était encore à l'époque où nous avons créé cela, l'objectif est de recréer un alignement fort, un engagement fort autour des priorités de l'organisation et de vous permettre de déployer avec beaucoup d'efficacité et de succès des nouvelles initiatives comme celle du déploiement par exemple d'un nouvel outil, d'une sales tech, d'un nouveau CRM, etc. Alors, rapidement, en quelques mots, les quelques grandes fonctionnalités d'Incentive, je vous en parlais, pilotage d'indicateurs, d'objectifs, d'activités pour vos commerciaux, mini-formation gamifiée, remontée de bonnes pratiques, partage d'expériences, valorisation sociale, challenge commerciaux pour donner du sens. Voilà, tout ça est inclus, intégré dans Incentive avec une ergonomie extrêmement simple, disponible sur mobile, qui va créer du fun pour vos équipes de vente dans le suivi de leur performance et de leurs priorités. Ça délivre du résultat, on le voit chez un certain nombre de nos clients. À chaque fois qu'on travaille avec un client, on va chercher avec ce client à mesurer quel est l'impact de la solution quand on la déploie chez lui. Et puis les impacts sont tout à fait spectaculaires. EDF qui augmente de 20% en quelques semaines les ventes de contrats gaz qui sont absolument fondamentales pour eux. Gain de prévoyance qui en à peine un an augmente de 20% la productivité de son réseau de 600 vendeurs et près de 10% la production nette. Boston Scientific qui booste radicalement l'adoption de son CRM grâce à des campagnes animées sur Incentive. Henkel qui réussit ses lancements de produits en les animant avec Incentive. Et puis Newrest qui est la filiale de restauration de la SNCF, qui augmente significativement son taux de satisfaction client dans une période qu'on sait assez compliquée en ce moment dans les trains, en animant sa force de vente avec Incentive. Donc, quel que soit l'objectif de performance que vous allez vous donner, que ce soit un objectif d'excellence commerciale, de réussir ses lancements de produits, de renforcer l'adoption de nouvelles initiatives digitales, Incentive va vous permettre de focaliser les attentions sur cet objectif et de l'atteindre le plus rapidement possible. On travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs dans différents secteurs qui vont vous permettre de bénéficier d'une expertise cross-sectorielle. Et lors de notre accompagnement, puisque Incentive c'est une application, mais c'est aussi une équipe qui vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets et dans leur suivi, vous allez bénéficier d'une équipe qui travaille dans tous les secteurs et qui peut vous faire bénéficier des bonnes pratiques partagées d'un secteur à l'autre. Donc voilà, c'était la petite note sur Incentive pour terminer. On arrive à la fin de cette discussion, de ce webinaire ce matin. J'espère que cette présentation vous a enrichi, vous a permis de mieux comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, vous a permis de vous projeter dans ce que sera le futur de votre organisation avec la technologie. Il est temps maintenant de finir avec quelques questions si vous en avez. Donc vous avez un petit chat si vous voulez poser vos questions. N'hésitez pas à les poser. Alors, on a déjà reçu une première question un petit peu en avance de phase qui était, et donc je vais y répondre, qui était est-ce que l'intelligence artificielle s'applique pour une petite entreprise, pour une PME, pour une TPE? Alors, bien sûr, l'intelligence artificielle s'applique pour une PME, pour une TPE. Finalement, ce n'est pas la taille de l'entreprise qui compte pour savoir si elle peut utiliser l'intelligence artificielle, c'est le volume de données disponibles. Donc, vous avez vu que dans toutes les technologies que j'ai présentées, voilà, il y en a un certain nombre qui pourraient tout à fait s'appliquer à une TPE, à une PME. L'important, c'est d'avoir des données. Donc, si vous êtes une PME, mais que vous avez un très grand nombre, par exemple, de tout petits clients, vous pourriez utiliser toutes les données disponibles sur ces tout petits clients, parce que vous en avez beaucoup, pour utiliser de l'intelligence artificielle. Et même si vous n'avez pas un très grand nombre de clients, il y a certains endroits auxquels on ne pense pas forcément, mais qui génèrent des volumes de données absolument colossaux. Votre site web, par exemple, le site web de l'entreprise, même si vous avez 100 ou même 50 visiteurs par jour sur le site web de votre entreprise, ces visiteurs qui naviguent génèrent énormément de données. Quelle page ils ont vu, combien de temps ils ont passé, qu'est-ce qu'ils ont regardé sur la page, où est-ce qu'ils ont cliqué. Et donc finalement, tous ces volumes de données, à partir du moment où vous en avez un certain nombre,
vous permettent d'appliquer des solutions d'IA pour trouver de la valeur, définir résoudre des problèmes, réaliser des prédictions, etc. Donc oui, l'intelligence artificielle s'applique à une PME, à une TPE, à condition d'avoir les volumes de données nécessaires. Alors, il y a une question, mais je n'arrive pas à la lire, elle est cachée, je vais essayer de remonter. Bonjour, pouvez-vous partager la présentation? Oui, bien sûr, vous recevrez, alors pas tout de suite, dans quelques jours, je pense, quelques heures, quelques jours, le temps qu'on la mette en forme et qu'on vous l'envoie, mais vous allez recevoir bien sûr un lien vers la présentation de ce matin. Votre application s'utilise-t-elle quel que soit le CRM HubSpot ou Salesforce? Oui, Incentive s'utilise quel que soit le CRM. Alors, on a une intégration native avec Salesforce, celle avec Microsoft Dynamics est en train d'arriver, elle arrivera sous peu. On n'a pas aujourd'hui une intégration native avec HubSpot, mais nos clients qui utilisent HubSpot intègrent les données dans Incentive via d'autres canaux, soit via l'API, soit via des imports-exports de fichiers. Voilà, Incentive propose beaucoup de points d'entrée pour rentrer des données à l'intérieur d'Incentive, API, fichier plat sur serveur FTP, fichier plat en pièce jointe de mail, intégration native avec Salesforce et Microsoft Dynamics. Donc voilà, vous avez un certain nombre de possibilités et nos clients utilisent des CRM très variés sur le marché. Alors je vais essayer de trouver. En fait, les questions sont cachées. Non, c'est bon. Ok, bah écoutez, si nous n'avons pas plus de questions ce matin, on va en rester là. Donc merci infiniment à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, hein, si des questions vous viennent, à nous les envoyer par email. Si vous êtes curieux sur ce qu'Incentive peut faire pour vous dans votre organisation, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on sera ravis de prendre un moment avec vous au téléphone pour vous présenter plus en détail l'appli Incentive, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et étudier avec vous, bien sûr, la valeur ajoutée que ça pourrait avoir dans votre organisation. Merci à vous, très belle journée, profitez-en bien et à bientôt. Stop. Oh, stop.